Merci Laura Pouget d'être avec nous. Vous allez nous aider à répondre à cette question de et nous face à Vladimir Poutine, vous l'avez compris, de plus en plus belliqueux et menaçant, et puis surtout à l'arrivée de Donald Trump, imprévisible au pouvoir. Assiste-t-on au réveil de l'Europe en matière d'armement? Il semblerait, je dis bien il semblerait que nos dirigeants aient senti le vent du boulet, l'urgence de compter sur nos propres moyens pour se constituer une défense solide et surtout crédible. Écoutons ensemble Ursula von der Leyen. La guerre fait rage aux frontières de l'Europe et nous devons être prêts pour ce qui nous attend en travaillant main dans la main avec l'OTAN. Un seul chiffre. La Russie consacre jusqu'à 9% de son PIB à la défense, contre 1,9% en moyenne pour l'Europe. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équation. Nos dépenses de défense doivent augmenter. Nous avons besoin d'un marché unique de la défense. Nous devons renforcer la base industrielle de la défense. Nous devons améliorer notre mobilité militaire. Et nous avons besoin de projets européens communs en matière de défense. Alors bien évidemment, on va revenir sur ces chiffres, ils sont importants, sur cette prise de conscience européenne. Mais avant, on va s'arrêter avec vous, Laura, sur un exemple concret de cette collaboration européenne. L'un des enseignements, d'ailleurs, du conflit en Ukraine, constat de nos carences avec des armées qui sont de moins en moins adaptées aux guerres conventionnelles comme celle qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez nous parler d'un missile qui a valeur de symbole. Et d'un projet nommé ELSA. Oui, ELSA, Christophe, pas le prénom cher à Aragon, mais bien un acronyme. L'acronyme de ce terme anglais, regardez, European Long Range Strike Approach, pour approche européenne de frappe à longue portée. ELSA, c'est un projet conclu en juillet dernier. Vous allez voir cette photo à Washington, en marge du sommet de l'OTAN entre 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne, dont vous voyez ici les 4 ministres de la Défense signer la lettre d'intention. Ils ont été rejoints par la Suède et le Royaume-Uni au mois d'octobre. Officiellement, leur objectif est le suivant: développer, produire et fournir des capacités dans le domaine des frappes longue portée. Officieusement, il est plus précis. Il s'agit de concevoir un nouveau missile balistique terrestre d'une portée comprise entre 1000 et 2000 km. Soit ce qui manque actuellement à la défense européenne, surtout dans le contexte actuel. Écoutez, à ce sujet, le chef d'état-major de l'armée française lors d'une audition à l'Assemblée nationale il y a un mois. C'est une initiative qui est lancée au niveau européen, prenant en compte l'évolution de l'environnement stratégique, voyant les armes utilisées sur les théâtres d'opération par les différents belligérants, que ce soit en Ukraine, que ce soit au PMO ou d'autres pays. Et donc effectivement, la question se pose de dire, devons-nous, nous aussi, posséder ce type d'armes? Et on voit bien que ce type d'arme, il prend tout son sens si c'est un pilier européen de la défense qui est capable de développer ça, déjà de faire les recherches, de le développer et ensuite de le posséder. À ce stade, le seul missile balistique dont la France dispose est le M51, mais il s'agit d'un missile intercontinental, c'est-à-dire de très très longue portée, au moins 10 000 km, conçu pour porter des charges nucléaires et qui équipe les sous-marins lanceurs d'engins. Il ne répond donc pas à la demande, ainsi résumé par notre consultant Didier François. On cherche une arme de profondeur, mais qui ne peut être confondue en cas de tir avec une frappe nucléaire, une arme de dissuasion conventionnelle. Donc, l'autre versant du cahier des charges concerne la production. Il s'agirait de produire ce nouveau missile à un coût maîtrisé et en de nombreux exemplaires. Et c'est là qu'un projet à l'échelle européenne prend plus de sens qu'une conception pays par pays. Reste à s'accorder sur les constructeurs qui pourraient y participer. L'objectif serait d'aboutir à l'horizon 2030-2035. Merci beaucoup Laura pour toutes ces précisions. Question que je vais poser à tous autour de ce plateau, mais je commence par vous, Général Paloméros. On se réveille, mais le réveil est brutal ? Le réveil est brutal et il y a des bonnes nouvelles. Enfin, oui, il y a une convergence. On a vu l'échéance c'est 2030-2035, donc ça ne va pas régler les problèmes d'aujourd'hui. Il ne faut pas laisser de doute là-dessus. On parle beaucoup des missiles croisières franco-britanniques, Storm Shadow, Scalp, qui font, j'allais dire merveille, qui font leur boulot, en tout cas qui font leur boulot sur les territoires russes. C'est attesté. Vous voyez, le problème qu'on a dans la construction des outils de défense, c'est la continuité.
il n'y a pas eu de projet qui a été lancé. Quand vous lancez un projet comme ça, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu, c'est facile à dire bien sûr, mais lancer ces équipements de frappe dans la profondeur. Mais on avait cette réticence parce que finalement on se disait, est-ce que vraiment ça va servir? On est dans d'autres guerres, dont acte. Dans le même temps, on a quand même réussi à développer le meilleur missile anti-air, c'est-à-dire tiré d'un avion contre un autre avion, qui s'appelle le Météore, à 6 pays européens. Et ça, c'est passé un petit peu sous le radar. C'est parce que les Ukrainiens n'ont pas les avions qui vont bien pour le tirer, parce que ça c'est un missile vraiment stratégique. Et on a été capable de le faire à 6. Mais c'est trop isolé, ce n'est pas des démarches coordonnées. Et ce qu'il faut, c'est que l'Europe, les pays européens se dotent d'une stratégie, qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire ensemble. Mais là, on vient d'écouter Ursula von der Leyen. Visiblement, on a pris conscience, qu'on n'était pas adapté, peut-être qu'on était encore au pays de oui, mais à des guerres à l'ancienne, et on voit qu'elles font rage. Ça fait plus de 3 ans entre la Russie et l'Ukraine, mais vous sentez cette réflexion commune au-delà du projet d'un missile, mais en disant ça va aller plus loin? Alors il y a une réflexion commune, mais il y a quand même eu des rapports qui ont été faits à plusieurs reprises. Les militaires, notamment, ont alerté. Il y a des stocks. Je veux dire Le général Palomero se fait grand comme ça, les rapports. Donc, j'ai pas vu l'état, mais j'imagine. Donc, si vous voulez, ça date pas d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine, bon, effectivement, là, mais 2014, c'était quand même l'annexion de la Crimée. 2007, on avait Poutine qui nous expliquait déjà que la doctrine nucléaire de la Russie allait changer. Oui, mais on pensait qu'on allait passer à travers les balles. Non, mais on pensait. On pensait. Ce qui est coupable, parfois. À un moment donné, on a fait des choix politiques. Ils avaient les éléments d'appréciation. On a d'excellents stratèges en Europe, à tous les niveaux. Les militaires, ils connaissent leur métier. Et ils disent, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça. Il y a des scénarios qui sont tout le temps, en permanence. Et après, c'est aux politiques de choisir. Et les politiques, jusqu'à présent, c'est bien que Mme von der Leyen ait pris conscience, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas choisi cette voie-là. Alors, mettre des projets en marche maintenant, c'est bien, mais ça prend un certain temps. Et effectivement, ça ne va pas répondre aux problématiques actuelles. Ce qui va répondre aux problématiques actuelles, c'est est-ce qu'on a assez de missiles à fournir, est-ce qu'on a assez de munitions, etc. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On fait remonter en puissance, d'accord. Je crois qu'on a doublé le nombre de fabrications de canons César. Mais bon, voilà. On va voir quelques images. On est quand même le ministre Pistorius et le nôtre, sur un accord, sur un blindé qui a été signé, c'était au mois d'avril. Regardez. Enfin, les choses avancent. Je ne voudrais pas être particulièrement optimiste, mais on a énormément pris de retard, je suis d'accord avec vous, et puis que c'est souvent d'ailleurs les sociétés d'armement qui disent « nous, on peut produire, mais il faut que le politique signe les contrats ». Est-ce qu'on se réveille vraiment? Parce qu'on sait que Poutine est là peut-être pour longtemps et qu'il y aura peut-être d'autres guerres avec lui et que la Russie restera pour nous une menace, Magali. Donc, heureusement qu'on se réveille, j'ai envie de dire ça. Oui, il est certain que la guerre en Ukraine a fait figure d'électrochoc pour les Européens, que l'analyse, elle est là, le constat est là. Après, c'est en effet comment est-ce qu'on s'organise. Et puis, il y a un autre problème qui est majeur, c'est comment est-ce qu'on finance. Comment est-ce qu'on finance quand les caisses de l'État, alors pour nous et pour beaucoup de pays européens, sont quand même vides? Alors, vous savez, Ursula von der Leyen, et à Bruxelles, on parlait beaucoup d'un grand emprunt sur la défense, un peu sur le mode de ce qui a été fait pendant le Covid pour financer l'achat des vaccins au niveau européen. Ça a fonctionné. Là, le chiffre qui était donné, c'était au début de l'été, c'était il fallait 500 milliards pour essayer de remettre justement les lignes d'industrie de la défense européenne en ordre de marche. 500 milliards, mais aujourd'hui, faire un nouvel emprunt de 500 milliards, c'est pas à l'ordre... c'est quand même difficilement à l'ordre du jour. Donc il y a cette volonté d'avancer, mais cette question du financement, elle est cruciale. À chaque fois que je vais au Conseil européen à Bruxelles, on me dit les grandes idées de la France formidables sur la défense européenne, mais après ils nous demandent de payer. Donc en fait, il y a cette nous, on question... plus de sous. Et voilà, il y a quand même cette question du financement. Alors, est-ce que Ursula von der Leyen, qui vient à peine, là, ça y est, d'être élue à la tête... Elle a dit d'ailleurs, son deuxième mandat, elle va le consacrer à la défense européenne. Elle va le consacrer à la défense européenne, mais encore une fois, il va falloir mettre en place de nouveaux moyens de financement. Les investissements sont colossaux à faire. D'un mot, général.
Oui, moi je me souviens de la réunion de l'OTAN en 2012 jusqu'en 2014. 2014, ça a été un électrochoc, mais où Madame von der Leyen, et c'est pas pour l'accuser elle-même, mais qui était ministre de la Défense à l'époque, se faisait tirer l'oreille pour accepter l'objectif de 2%. Le temps change, et c'est vraiment pas une attaque, parce que c'est une femme qui a des convictions, et c'est très bien comme ça. Mais le fond du problème, si vous voulez, et ne nous cachons pas derrière un missile, fût-il de longue portée, c'est que ça, ce sont des outils. Mais la souveraineté des pays reste l'essentiel de la défense européenne. Et c'est vrai dans l'OTAN, d'ailleurs. Les pays font ce qu'ils veulent. Ils peuvent le faire parfois ensemble, quand ils ont décidé de le faire. Ce n'est pas l'ensemble de l'Europe. Vous n'avez pas vu les 27 pays autour de la table en disant « il nous faut un missile de longue portée ». Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment une stratégie européenne. Et s'il n'y a pas une stratégie européenne, comment générer les moyens de développer ses capacités militaires sans vision commune ? Parce que l'Europe ne se voit pas comme une puissance. Le fond du problème, il est là. Si l'Europe déclare et souhaite, et que les 27 pays disent « oui, nous voulons être une puissance dans ce monde nouveau », y compris dans le domaine militaire, et peut-être avant tout dans ce domaine-là, parce qu'il est prégnant, on avancera. Sinon, on avancera à petits coups, un missile par-ci, un machin par-là, mais pas dans une cohérence d'ensemble.